Personne ne parle de la vallée de la mort en freelance. Cette traversée du désert par laquelle tous les freelances passent et qui fait des gros dégâts sur leur activité. Cette vallée de la mort, il s'agit du palier entre les 10 000 et les 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui représente à peu près 1 000 à 2 000 euros par mois, souvent avec des variations et de l'instabilité. Cette zone est très délicate car d'un côté, vous facturez du chiffre d'affaires, vous avez des clients, vous avez l'impression qu'il se passe des choses et c'est assez prometteur. Mais en même temps, c'est pas du tout suffisant pour vivre de votre activité. Souvent, vous bossez sur des missions assez mal rémunérées, assez peu épanouissantes et intéressantes et ça devient vite très frustrant et épuisant si vous y restez bloqué trop longtemps. C'est typiquement la phase bâtarde d'entre-deux où ça marche, mais pas assez. Et votre obsession en tant que freelance doit être d'en sortir le plus rapidement possible, évidemment par le haut. Si vous ne le faites pas, vous risquez, et je le vois tout le temps, je le vois très souvent, de vous laisser embourber, de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau et au final de n'avoir plus qu'une seule envie, jeter l'éponge. Je vois des freelances qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans dans cette phase, qui luttent, qui s'accrochent, et qui finissent forcément un moment par craquer et par abandonner. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment vous en sortir et dépasser cette vallée de la mort. Et je vais me concentrer principalement sur les métiers de l'écriture en ligne, c'est ce que je connais, donc le copywriting, la rédaction ou encore le ghostwriting. Le point important qu'il y a à comprendre, c'est que ce qui vous a généralement permis d'atteindre le premier palier de 20 000 euros de chiffre d'affaires ne vous permettra pas d'atteindre le palier suivant à 40 000 euros. Ce qui vous a conduit jusque la vallée de la mort ne vous permettra pas de la dépasser. Et donc je vous partage les 5 briques incontournables pour y arriver. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, j'ai écrit un cours par mail entier sur les 5 blocages les plus handicapants des freelances en écriture. Ce cours est très complémentaire à tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo et vous allez voir que j'y détaille même davantage les solutions à mettre en œuvre. Le lien est en commentaire. C'est parti. Brique numéro 1 pour dépasser la vallée de la mort, c'est identifier vos peurs et vos blocages internes. Une phrase que j'aime bien répéter, c'est qu'il n'existe aucun problème de business, il y a uniquement des problèmes d'entrepreneur. Dit autrement, si vous voulez que votre activité progresse, vous devez d'abord progresser à titre individuel. Toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre activité sont en réalité des symptômes de blocage plus profonds que vous avez. Et tant que vous n'êtes pas capable de mettre le doigt, d'identifier ce blocage, vous ne pouvez pas travailler dessus et donc faire progresser votre activité. Je sais que ça peut sembler un peu deep, mais je vous assure que je le vois tout le temps, je l'ai vu dans ma situation et je le vois avec tous les freelances que je vois et que j'accompagne. J'aime appeler la phase de la vallée de la mort, donc entre les 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, le temps des illusions. Pourquoi ? Parce que vous êtes rempli de croyances sur ce que devrait être votre activité de freelance. Et le problème, c'est que ces croyances vous empêchent de réellement observer la réalité telle qu'elle est et de la comprendre afin de, in fine, faire ce qu'il faut pour progresser. Les blocages, globalement, ils sont propres à chacun, mais les plus courants que j'observe sont les suivants. La peur du rejet, le syndrome de l'imposteur, la relation à l'argent, le syndrome du bon élève, la crise de sens ou encore l'objet brillant. Et comme je le disais, ces blocages en profondeur, à l'intérieur de vous, ont un impact sur ce que vous faites concrètement dans votre activité à la surface. Je vous donne quelques exemples pour que ça ne reste pas uniquement abstrait. Par exemple, sur la peur du rejet, elle peut se manifester de plusieurs manières. Déjà, quand vous annoncez un tarif, vous allez peut-être avoir tendance à annoncer un tarif plus bas par peur de vexer le client. Quand vous faites du contenu, vous allez peut-être avoir peur de faire des flops ou d'avoir des commentaires négatifs. Et donc, vous allez vous freiner, vous allez vous limiter. Quand vous faites de la prospection, vous allez peut-être avoir peur de prendre des portes, de prendre des refus, de prendre des non-réponses. Et donc, vous allez peut-être ne pas le faire ou être plus hésitant ou mettre plus de temps à le faire. Au niveau du syndrome de l'imposteur, par exemple, vous allez avoir du mal à vous sentir légitime, ce qui va ralentir, ce qui va freiner absolument tout ce que vous faites. Et ça va avoir un impact sur tous les pans de votre activité. Au niveau de la relation à l'argent, par exemple, vous allez, je disais tout à l'heure, constamment vous sous-vendre et vous allez avoir une approche émotionnelle de l'argent que vous générez ou que vous ne générez pas, ce qui crée toutes sortes de désordres pas très sains. Le syndrome du bon élève, vous allez avoir la croyance qu'il existe des bonnes réponses à posséder absolument.
Et tant que vous n'avez pas ces bonnes réponses, vous ne pouvez pas réellement faire les choses. Ça va vous cantonner également à une posture d'exécutant. Je fais ce qu'on me dit de faire et je ne sors pas du cadre. Et le syndrome du bon élève va également vous pousser à ne faire uniquement ce avec quoi vous êtes 100% à l'aise. Être freelance, c'est constamment faire des choses avec lesquelles on n'est pas encore tout à fait à l'aise, mais on va apprendre à le faire. Et donc là encore, le syndrome du bon élève, il va vous ralentir là-dessus. Dernier exemple, j'ai mis l'objet brillant. Concrètement, vous allez constamment vous laisser distraire par d'autres opportunités, par d'autres manières de faire, par d'autres créateurs qui vont vous dire « Ah, regardez, j'ai fait ci ou ça », ce qui vous empêche d'être focus et d'être consistant au quotidien. Ici, c'est un sujet de fond, c'est un sujet qui est deep, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Ce qui compte, ce que je vous recommande, c'est déjà essayer d'identifier la racine de pourquoi vous faites ou ne faites pas certaines choses. Essayez de prendre conscience des mécanismes internes de votre cerveau et de vos pensées. Essayez de mettre le doigt sur des blocages. Moi, ce qui m'aide, c'est un petit carnet dans lequel je note ce qui se passe dans ma tête. Ça fait 4 ans que je le fais. J'ai plein de carnets derrière moi. C'est génial pour apprendre à prendre du recul sur mes pensées. Ensuite, une fois que vous mettez le doigt dessus, une fois que vous l'avez potentiellement écrite, elle sort de votre tête et vous allez pouvoir comprendre que la peur ou le blocage, il n'a rien de rationnel. Il est uniquement dans votre tête. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir désamorcer cette peur, la reconnaître, ne pas la laisser vous bloquer. Vous allez pouvoir vous en libérer et comprendre in fine qu'elle n'existe que dans votre tête et qu'elle n'a rien de rationnel en fait. Voilà. C'est un sujet évidemment passionnant et complexe. J'ai écrit un livre entier sur le sujet qui s'appelle Courage, illusion, sagesse. Les 3 paliers d'une activité rentable de freelance en écriture. Je parle exactement de tout ce que je viens de vous décrire. Je vous mets le lien en description. J'ai plein de super reviews. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, si vous sentez que vous avez du mal à vous dépatouiller avec ça, jetez un œil. Je l'ai mis à un prix le plus bas possible en papier et en Kindle. Si vous n'aimez pas lire, j'ai aussi enregistré une vidéo dans laquelle je lis mon livre en intégralité gratuitement sur YouTube. Je vous mets le lien apparaître quelque part ici. Autre option, j'ai donné une conférence dans laquelle j'aborde également ces sujets en profondeur. Je vous fais également apparaître le lien en description. Et enfin, sur ce sujet, je vous recommande une autre lecture qui est un livre qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé » qui est génial. C'est une excellente lecture pour creuser tous ces sujets. Voilà. Le second point, la seconde brique que j'ai mise, c'est, hop, je vais la mettre par-dessus. Vous voyez qu'on va combler le fossé, on va combler le désert pour passer par-dessus. C'est embrasser le boring work. Tout ce travail d'introspection que je viens de mentionner, il va notamment vous permettre de développer une aptitude clé pour dépasser la vallée de la mort, c'est embrasser le boring work avec discipline. Et mieux que l'embrasser, vous allez apprécier le boring work et en faire une partie de votre identité. Quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense généralement à 2 grands moments. Le démarrage, on s'imagine les débuts, partir de rien, quitter son job, on essaie de bricoler un petit produit ou un service pour des gens que ça pourrait intéresser. On imagine voilà, le romantisme des débuts, l'excitation du lancement d'un projet, voilà, toute cette phase initiale. Et on pense aussi à la ligne d'arrivée, la fin d'un projet. On met en avant le succès du fondateur avec la revente de l'entreprise ou alors le fondateur qui devient riche ou l'entreprise qui domine son marché. Voilà, on s'imagine donc le début et la fin. Et on s'imagine des moments qui vont être shiny, qui vont être sexy, qui vont être bouleversants, qui vont être dramatiques. On s'imagine l'explosion de joie, voilà, les gros hauts le cœur qui vont nous prendre. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Les débuts et la fin, le début et la fin sont des moments qui sont anecdotiques, ce sont des moments qui sont éphémères. Ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe entre les deux, entre le début et la fin. Car c'est dans ce milieu-là que absolument tout se joue. C'est ce milieu qui fait la différence. Et la compétence clé ici pour masteriser le milieu, c'est d'être capable précisément d'embrasser les tâches répétitives du quotidien. C'est d'être capable d'appliquer votre plan de manière rigoureuse, disciplinée et sans se laisser distraire. Honnêtement, les problèmes de 80% des freelances que je vois pourraient se résoudre s'ils se disciplinaient à prospecter chaque jour. Mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas de manière rigoureuse ou assez intense ou assez sérieuse. Car oui, c'est chronophage, c'est un peu inconfortable,
C'est pas la tâche la plus agréable et c'est très répétitif. Tous les jours, il faut répéter les mêmes actions encore et encore. Mais c'est précisément ce boring work, c'est pour ça que j'appelle ça le boring work, qui fait la différence. Et d'ailleurs, c'est exactement le sens de l'acronyme FOCUS. Vous savez que FOCUS, c'est un acronyme. Le focus, ça veut dire follow one course until success. Suis un chemin, suis uniquement un chemin jusqu'au succès. Et sous-entendu, tant que tu n'as pas le succès, n'essaye pas de suivre d'autres chemins. C'est très important. Et là encore, c'est le sens de la fameuse citation de Blaise Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas demeurer en repos dans une chambre. » C'est très vrai. Je pourrais compléter en disant « Le malheur des entrepreneurs vient de leur incapacité à faire ce qu'ils doivent faire. Le malheur des entrepreneurs vient de leur tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'ils ont besoin d'un nouvel objet brillant, alors qu'ils ont simplement besoin de suivre leur plan et de répéter ce qui fonctionne chaque jour sans trop se poser de questions. » Et c'est exactement comme sur un marathon. On aime bien montrer le début de l'entraînement quand on part de zéro, on aime bien montrer le démarrage de la course quand on tire au pistolet, et on aime montrer à la fin de la course le dénouement, la joie, la fatigue, etc. Mais ce qui compte réellement, c'est ce qui se trouve entre les deux. C'est la capacité à se lever chaque matin pour s'entraîner, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que vous ayez envie ou pas. Et ce qui compte, ce n'est pas le kilomètre 1 ni le kilomètre 42, mais c'est le kilomètre 20, le kilomètre 27, le kilomètre 33, quand on est dans le dur, quand on est en plein milieu de l'effort, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que le sport, c'est un outil génial pour développer son mental. Je termine l'explication de cette seconde brique en vous disant que le vrai shift mental, la vraie progression mentale, le cap que vous allez passer, apparaît le jour où vous arrêtez de vous demander si vous avez envie de faire les choses, mais que vous les faites simplement sans vous poser la question. La vraie progression, elle intervient le jour où vous arrêtez de vous demander, quand vous vous levez le matin, « Ah, est-ce que je vais prospecter aujourd'hui? Est-ce que je vais faire mon post LinkedIn? Est-ce que je vais travailler sur mon business ?» Non, vous ne vous posez même pas la question. C'est juste qui vous êtes, ce que vous faites. C'est partie de votre identité, c'est partie de qui vous êtes et parce que c'est votre job et donc vous vous prenez au sérieux. Donc ça, c'était le deuxième ingrédient, la deuxième brique pour aller passer cette vallée de la mort. La troisième brique, alors ça c'est pareil, c'est une brique que j'aborde absolument tout le temps dans mes contenus, c'est le positionnement. Je viens d'aborder deux briques avec une dimension très mindset. Pour moi, c'est fondamental. D'un point de vue plus tactique, moi j'observe que les freelances qui restent bloqués dans la vallée de la mort, donc autour de ces 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires, souvent ils n'ont absolument aucun positionnement. Okay, ce sont des freelances qui sont généralistes, qui font un peu de tout. Encore une fois, là j'en parle dans tous mes contenus car c'est un point clé, mais votre positionnement constitue le socle de tous les efforts business que vous allez déployer. Si vous n'avez pas de positionnement, vous ne construisez rien d'une mission à l'autre. Vous ne créez aucun bouche à oreille. Vous n'êtes identifié sur rien de particulier. Et, in fine, vous n'avez aucun axe différenciant par rapport à tous les autres freelances du marché, en fait. À l'inverse, quand vous avez un positionnement, vous renvoyez le signal que vous avez un profil parfait pour votre cible. Vous êtes positionné sur ces enjeux précisément à elle. Elle va donc davantage valoriser vos compétences. Elle va donc davantage vous trouver crédible. Elle sera donc prête davantage à vous payer plus cher. Vous, en tant que freelance, vous aurez un vrai axe de différenciation. Vous serez beaucoup plus facilement identifié dans votre univers et attirer de bien meilleurs prospects. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a une corrélation entre qualité de la mission et rémunération. Plus une mission est intéressante, stimulante, passionnante, challengeante, et mieux elle va être rémunérée, et inversement. Et vous verrez par ailleurs qu'une fois que vous êtes positionné, le reste sera plus simple. Ce que j'écris ici, c'est très très important. J'observe une corrélation nette entre le revenu des freelances, le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, et la pertinence, la spécificité de leur positionnement. Et c'est drôle parce que j'en parlais récemment avec, pas plus tard que la semaine dernière, avec un freelance en écriture
qui dépasse les 6 chiffres annuels de chiffre d'affaires, donc qui fait plus de 100 000 euros, même plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, en faisant uniquement de la prestation de service, donc en vendant uniquement des services d'écriture, ce qui est assez rare sur le marché. Et lui, il me disait que la clé de son succès, c'était son positionnement. Et il me demandait ce que moi j'en pensais. Enfin, il me demandait, bah, tiens Valentin, toi qui vois beaucoup de freelance, qu'est-ce que tu penses quel est l'ingrédient qui fait la différence sur les freelances qui cartonnent? Moi, je lui disais, bah, je pense que c'est les compétences business, donc la capacité à aller chercher des clients. Et lui me disait, oui, tu as raison. Et ce que je vois aussi, moi, c'est que c'est vraiment le positionnement. Donc, j'insiste, le positionnement, brique numéro 3, ultra importante. Je sais qu'on en parle tout le temps, j'en parle tout le temps. Ça peut être un peu redondant, mais c'est absolument central. Si vous voulez des conseils plus concrets, plus tactiques sur le positionnement, je vous donne rendez-vous dans le cours par mail sur les blocages des freelances dont je vous parlais. Le lien est en description et j'aborde ça plus longuement. Brique numéro 4 désormais, hop, avant-dernière brique. On continue sur une dimension plus tactique, mais j'ai mis prendre au sérieux un canal d'acquisition client. Développer, construire un canal d'acquisition solide et proactif pour trouver des clients. Là encore, sujet que j'aborde tout le temps, mais j'observe systématiquement que les freelances bloqués dans la vallée de la mort n'ont aucun moyen durable pour trouver des clients de manière régulière. Ils dépendent beaucoup soit de leur réseau, soit de la chance, ou alors de plateformes externes pour trouver des missions. Tout ça, c'est bien pour démarrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et typiquement, pour atteindre les premiers 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, pour faire vos premiers 1 000 euros par mois, c'est suffisant. Mais par contre, pour aller à des niveaux de chiffre d'affaires supérieurs, pour aller passer un cap, c'est insuffisant et ça ne marchera pas. Là encore, rien de surprenant, mais les deux principaux leviers pour trouver des clients sont très bien connus. La prospection, c'est le moyen le plus efficace pour générer des opportunités à court terme, moyen terme. Évidemment, à condition de bien faire les choses et d'être très pertinent dans votre prospection. Je vois parfois des freelances qui me disent « Ah Valentin, j'ai essayé la prospection pendant 3 semaines, ça ne marche pas. » Sauf que quand je creuse ce qu'ils ont fait, ils ne respectent pas du tout les bonnes pratiques de la prospection. Et donc, c'est évidemment normal qu'ils ne décrochent aucune opportunité. Okay, donc, bon, là-dessus, je prévois d'autres contenus sur le sujet, donc pensez à vous abonner. C'est un sujet qui est très important. Et second point, second levier pour trouver des clients, c'est la création de contenu. Ici encore, à condition de bien faire les choses. Je vous fais apparaître une vidéo très importante sur comment trouver des clients avec votre contenu LinkedIn. Je vois beaucoup de freelances qui publient sur LinkedIn, sauf qu'ils ne font absolument pas ce qu'il faut faire. Ils publient du contenu non pas pour attirer des clients, mais pour attirer des copains freelance. Donc j'insiste, il ne s'agit pas uniquement de publier un peu de contenu et espérer que ça va venir tout seul. Il faut un contenu qui soit calibré pour plaire à votre cible. Votre cible, ce sont des CMO, donc des directeurs marketing et des fondateurs. Votre contenu, il doit répondre à leurs problématiques et il doit vous crédibiliser en tant que professionnel. Les 3/4 des freelances ne répondent pas à ces objectifs avec leur contenu. Dernier point, je mentionne rapidement le réseautage intentionnel, c'est-à-dire l'acte d'aller nouer de nouvelles relations avec des personnes qualifiées de votre écosystème régulièrement. Je le mentionne plus rapidement, pourquoi? Car ce n'est pas forcément une stratégie idéale qui marche bien quand on a un profil introverti. Moi-même, je le suis. Je sais que d'expérience, de manière générale, les freelances en écriture sont plutôt des introvertis. Donc, aller se mettre constamment, aller réseauter, aller parler à des gens, ce n'est pas forcément le point fort. C'est pour ça que ce n'est pas la stratégie que je recommande le plus, mais ça peut marcher. Je propose un audit gratuit business pour les freelances en écriture. Je vous mets aussi le lien en description si vous voulez le faire. Et à la question « Combien de temps dédiez-vous chaque jour à la recherche active de clients ?» J'en ai 23 sur 43 qui me répondent « Pas grand-chose ». C'est-à-dire qu'à l'acte, sur la partie la plus cruciale de leur business, à savoir trouver des clients, en fait, ils ne mettent quasiment aucun effort, ce qui est évidemment très problématique. Et j'en ai 13 qui me disent moins d'1 heure. Donc, ils me disent, bon, je fais un peu des choses, mais pas suffisamment. Donc, ça fait 36 personnes sur 43, donc 3/4 des gens qui me disent, waouh, je ne mets pas assez de choses en place à ce niveau-là. Évidemment qu'ils restent bloqués à la vallée de la mort et entre les 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires.
Dernière brique, la brique numéro 5, comprendre la vraie nature de votre job. La dernière brique, donc, elle consiste à dépasser les missions basiques de rédaction. Globalement, pour vos premières missions, et c'est 100% normal, vous allez effectuer de l'exécution pure. C'est-à-dire que vous allez rédiger des articles de blog, des newsletters, des posts LinkedIn, vous allez recevoir un brief plus ou moins détaillé et vous allez suivre rigoureusement ce brief. Et on commence tous par là et c'est indispensable de commencer par là. Il faut très vite comprendre ce qu'il y a autour de tout ça et ne pas s'arrêter uniquement à l'écriture du format en question pour vos services. Quand vous vendez de l'écriture, en réalité, vous vendez des services de marketing avec une dimension business importante. Je vois plein de freelances qui restent dans le déni et qui préfèrent complètement ignorer cet aspect marketing de leur job. Ils préfèrent se concentrer sur l'écriture et omettre tout le reste, comme si ça n'existait pas. C'est une erreur. Pourquoi ? Car si vous ne possédez aucune notion en marketing, alors vous ne pouvez pas comprendre ce dont ont réellement besoin vos prospects et vos clients. Ce qui, mécaniquement, va vous cantonner à une simple posture d'exécutant et donc aux missions les moins rémunérées, et ce qui vous empêche de comprendre réellement les besoins de vos clients et de vous présenter comme une solution pour les aider. Et ça, par ailleurs, si vous ne comprenez pas ça, ça explique également pourquoi est-ce que votre contenu ne marche pas, et ça explique également pourquoi généralement la prospection ne marche pas, car vous n'êtes pas capable de comprendre les enjeux de vos prospects et donc de les articuler dans votre email de prospection. On voit que tout est lié. Gardez en tête, très important, qu'un client n'a pas besoin d'écrire des articles ni des posts LinkedIn. Il a besoin de gagner en visibilité. Il a besoin de générer davantage de chiffre d'affaires. Il a besoin de trouver des prospects. Ok ? Et donc, vous devez comprendre cette mécanique. Vous devez comprendre ces stratégies-là pour ensuite vous présenter comme une solution dans cette optique-là. D'ailleurs, cette compréhension stratégique, cette compréhension macro de ce que vous faites, elle devient de plus en plus indispensable avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, le travail d'un rédacteur ou d'un copywriter, surtout d'un rédacteur, était assez chronophage. C'était un travail d'écriture pure, assez répétitif, plutôt gourmand en énergie, c'est gourmand en énergie d'écrire. Recherche du matériel d'infos, travail d'écriture, relecture, etc. Les tâches assez basiques qu'on pourrait qualifier de gras de papier, rien de péjoratif, étaient centrales dans le job, elles étaient incontournables. Et elles prenaient tellement de place que finalement, elles laissaient assez peu d'espace pour la créativité. Okay ? Désormais, avec l'IA, avec tous les outils qu'ils utilisent, et là, on peut se dire, oui, l'IA, elle n'est pas encore au top du top du top, c'est vrai, mais ça progresse rapidement, et donc il faut prendre cette vague-là. Désormais, l'IA, elle va pouvoir s'occuper bien mieux, bien plus rapidement d'une grande partie de ces tâches-là. Ça veut dire que la valeur que vous apportez en tant que rédacteur, en tant que copywriter, elle est en train de se déplacer. Et ça, vous devez le comprendre. Votre valeur, elle est plus dans je tape sur mon clavier avec mes doigts. Votre valeur, elle va être dans le fait de diriger l'IA, lui dire quoi faire, lui donner du contexte, interpréter son travail, y mettre du style, y mettre du goût, y mettre une patte humaine. Tout ça, c'est ce qui va être attendu de votre part. C'est comprendre ce que vous voulez de l'IA pour bien la diriger. C'est adapter tout ça aux problématiques spécifiques de votre client et de vos prospects, d'où l'intérêt d'être positionné, parce que du coup, vous allez pouvoir d'autant mieux comprendre leurs enjeux, et in fine, d'embrasser précisément ce rôle stratégique. Le rédacteur va devenir un partenaire business de son client, et son but, ça va être de l'aider à déployer la bonne stratégie de contenu avec la bonne infrastructure pour délivrer ce contenu au sens large. Tout ça, il n'y a rien de neuf, c'était déjà le cas avant. Mais l'IA, elle force d'autant plus cette transition et elle force les rédacteurs à sortir par le haut, vers le consulting, vers la stratégie, vers davantage de créativité, vers davantage de touches humaines. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc voici donc les 5 briques qui vont vous permettre d'aller dépasser la vallée de la mort et d'aller sortir de ce palier autour des 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires pour aller chercher un chiffre d'affaires qui va dépasser les 30 000 euros. Et c'est à partir de ce moment-là, globalement, que vous allez pouvoir être rentable avec votre business de freelance. Je sais que je suis, on est tous friands de tactiques, de hacks, de petites techniques pour résoudre nos problèmes. Mais ne négligez pas tout le travail personnel que ça demande. Ne négligez pas la dimension mindset. Faites-vous accompagner là-dessus si vous sentez le besoin. Et encore une fois, dans cette optique,
je vous recommande vivement la lecture de mon livre. Je suis passé exactement par toutes ces étapes et j'ai consigné tout ça dans ce petit livre-là. Si vous souhaitez, pareil, des conseils plus concrets sur d'autres points du freelancing ou de l'écriture, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je publie des vidéos toutes les semaines pour aborder tous ces sujets. Merci, à bientôt.